Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux à vous connecter. J'ai aujourd'hui le plaisir d'animer ce webinaire autour du Data Hub RH. Est-ce la solution indispensable pour la fonction RH? Donc aujourd'hui, on est en présence de deux experts sur le sujet qui vont pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose, hein. Pour commencer, qu'est-ce qu'un data hub RH? Quels en sont les usages, les bénéfices, mais aussi les limites? Et ils vont également nous partager leur retour d'expérience sur la mise en place d'un data hub RH. Donc on a aujourd'hui la chance d'être en compagnie de Nicolas et Romain d'Acton Group, que je vais laisser se présenter. Merci Trévis. Donc, je suis Nicolas Emery, directeur associé au sein du cabinet Acton et en charge des activités data qui comprennent notamment toutes nos solutions Data for People. Et je laisse Romain se présenter. Bonjour à tous, Romain Javillier, Senior Manager au sein du cabinet Acton. Je suis en charge des solutions de pilotage RH au sein d'Acton et j'interviens à la fois sur les projets d'intégration ou en conseil. Et pour finir, donc Travis Guénard, je suis Sales Account Exécutif chez Acton, en charge des sujets data et data RH, et également sur toute la partie People Analytics. Messieurs, pour commencer, il y a déjà plusieurs termes qui se suivent et qui se ressemblent. On entend parler de data hub, de data lake, de data mesh, et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, on a voulu voir quelles étaient les connaissances de notre audience sur le sujet. Donc, pour ça, on a lancé un sondage sur LinkedIn et on a posé la question suivante. Êtes-vous familier avec la notion de data hub RH? Donc, 50% ont quelques connaissances, 29% connaissent bien cette notion et enfin 21% ne savent pas ce qu'est un data hub RH. Romain, je vais commencer par toi. Peux-tu nous dire d'abord comment tu interprètes ces résultats et est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce qu'un data hub RH? Alors, les résultats effectivement qui sont présentés ici ne sont pas étonnants, hein. La notion de data hub RH est une notion relativement récente. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de concepts qui sortent de manière régulière et de plus en plus rapidement. Donc, avant effectivement de présenter en détail les usages, etc., autour du data hub RH, il faut peut-être revenir effectivement aux fondamentaux, à savoir qu'est-ce que le data hub RH et comment finalement a été introduite cette notion. Alors, on va repartir du début, hein, c'est-à-dire constat et besoin. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, je pense que vous le vivez tous, les données RH, et sans doute pas que RH, mais c'est véritablement le cas pour les données RH, sont de plus en plus éparpillées et hétérogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données RH sont localisées à la fois dans différentes entités, dans différents systèmes RH. Souvent, il y a un système qu'on appelle best of breed, hein, c'est-à-dire ces différentes briques SIRH issues de différents éditeurs, ce qui fait que chacun gère sa propre donnée, donc elle est très éparpillée et rarement hétérogène. Donc ça, c'est le premier constat. Et le corollaire, en regard de ça, il y a des besoins en termes d'utilisation de la donnée qui ne cessent finalement d'augmenter. Et ceci pour plusieurs raisons, hein. On est face à une transformation depuis un certain temps de la fonction RH d'une fonction de support en une fonction de business partner. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une transformation du lien entre l'entreprise et le collaborateur, notamment sur les plus jeunes générations. Et le besoin d'avoir à sa disposition des données uniformisées, centralisées, donc de plus en plus fort pour répondre aux besoins, notamment d'analytique, de manière à pouvoir répondre au mieux à ces nouveaux enjeux. Donc voilà, globalement, un peu ce qui a poussé à l'émergence de ce concept de data hub RH. Donc maintenant, si on prend un peu d'histoire, hein, pour poser les premiers concepts, si on revient très en arrière, dans les années 90-2000, au tout début des années 2000, on a eu la mise en place autour de la data RH de la notion d'infocentre RH. Ce qui permettait, c'était finalement du reporting très tactique avec des systèmes silotés qui étaient un premier niveau de réponse qui fonctionnait bien, mais très siloté. Suite à ça, on a une première évolution de la manipulation de la data RH, enfin pas que RH, d'ailleurs, un data au sens large, sur la mise en place de systèmes d'information décisionnels. Là, on va commencer à avoir une meilleure gouvernance des données, mais avec des problèmes d'évolutivité de ce type de solution qui faisaient que quand un nouveau besoin émergeait, on avait un temps relativement long, voire très long, pour que ce soit mis à disposition. Et aujourd'hui, c'est finalement cette inertie est plus compatible avec les besoins business.
En parallèle de ça, donc pas sur la partie exploitation des données, mais sur la partie centralisation des données, est apparue dans les écosystèmes ici RH la mise en place des corps RH. Donc, ça avait deux fonctions finalement, unifier les process RH dans un monde un peu globalisé, dans des entreprises multi-pays, mais aussi quelque part uniformiser la donnée sur des concepts. Donc ça a bien fonctionné avec quelques limites, mais c'était centralisé sur quelques données que l'on pouvait finalement consolider pour tout le monde. En parallèle de ça, il y a la notion de data lake RH qui est arrivée justement de manière à pouvoir consolider les données de l'ensemble des sources. Mais par rapport au data lake RH, il y avait des limites assez fortes finalement d'utilisation de la donnée, puisque le concept était vraiment tourné sur la récupération d'un maximum de données, mais ce qui rend finalement leur exploitation et la gouvernance complexe en aval. Donc, quelque part, le concept de Data Hub RH dont on parle aujourd'hui est finalement à la croisée des mondes entre le Core RH et le Data Lake RH. L'idée, c'est de centraliser les données, mais aussi de les uniformiser, de les fiabiliser de manière à avoir un seul endroit, un point de vérité qui permette finalement d'adresser toute une série d'usages, initialement analytiques, mais on le verra après, qui peuvent aller bien au-delà. Voilà les points fondamentaux finalement du concept de Data Hub RH. Merci Romain, juste pour compléter, mais je pense que tu as tout dit ou presque. Dans notre vision, le Data Hub RH, c'est effectivement l'intersection de trois mondes. Tu l'as dit, c'est à l'intersection du monde technique, puisque ça se base sur des technologies, sur des concepts comme le Data Lake, des concepts qui ont été apportés par ce qu'on appelait le Big Data. Donc, il y a effectivement un composant technique dans le Data Hub RH. Mais ce n'est pas que ça, loin de là, c'est aussi, et c'est le deuxième axe, c'est aussi un concept métier. Un Data Hub RH, c'est avant tout une plateforme métier pour répondre à différents usages métiers. Et on le verra, tu l'as souligné, ce n'est pas que analytique, loin de là. À partir du moment où on centralise la donnée et on arrive à un langage commun, une donnée normalisée, labellisée, s'ouvre finalement tout un champ des possibles qu'on va décrire un peu plus loin. Ces deux axes sont importants. Et le troisième est encore plus important, si je puis dire, sinon autant que les deux autres, c'est l'aspect gouvernance. Qui dit mettre en place un Data Hub RH, dit se poser la question de la gouvernance de la donnée, aussi bien d'un point de vue donnée en tant que telle, ce qu'on appelle le life cycle data management, et aussi toute la partie organisationnelle liée à la gestion de ces données. Donc vraiment, c'est ces trois axes qu'on va essayer de vous décrire et à travers des retours d'expérience, de vous montrer comment ça se met en place. Merci Nicolas, merci Romain. Donc, en quelques mots, tout ce qu'on comprend en synthèse, le Data Hub RH, c'est une plateforme métier supportée par des composants techniques et enfin appuyée par une gouvernance. C'est bien ça, Nicolas? C'est tout à fait cela, c'est tout à fait cela. Parfait. Je vous propose qu'on avance et qu'on passe à notre deuxième question. Quels sont les usages cibles d'un Data Hub RH? Oui, alors justement, les usages cibles d'un Data Hub RH, j'ai essayé de rappeler sur ce slide finalement à quoi ça devait répondre. Dans quel contexte finalement Data Hub RH ça s'inscrivait. Trois axes, je l'ai dit. Un axe métier. Et les besoins métiers aujourd'hui, au niveau de la direction des ressources humaines, sont vraiment très larges. Il y a besoin d'accéder plus facilement, plus simplement à l'information, pour des besoins de consolidation, de KPI, certes, mais aussi pour pouvoir développer de nouveaux usages. Être dans une approche plus tactique de la data RH, ne pas être, entre guillemets, verrouillé par un legacy qui met beaucoup de temps à évoluer, être capable de mettre en place des applications d'une manière beaucoup plus rapide. C'est vraiment des besoins métiers que l'on regarde, que l'on observe, et qui sont présents dans toutes les organisations. L'autre point, c'est que la digitalisation de la fonction RH passe aussi par la mise en œuvre d'un socle technique qui va permettre de libérer les données pour être au service des process RH. Et cette digitalisation, ça nécessite de mettre en place des architectures qu'on va appeler data-centric pour exposer la donnée et donc permettre d'avoir une donnée de qualité consolidée, harmonisée. Et le troisième point, c'est la partie de structuration de la donnée qui est liée à la gouvernance. Comment est-ce que j'ai un langage commun? Comment est-ce que j'ai des référentiels partagés? Comment est-ce que je gère cette donnée?
Et derrière tout ça, il y a des usages qui en découlent. Et je vais laisser Romain décrire un peu plus largement ces usages. Globalement, pour rendre les choses très concrètes, pour parler bref, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le gros bloc violet clair qu'on a en bas. Le point de départ, c'est vraiment la centralisation, la fiabilisation, la normalisation des données qui permet d'avoir un socle pleinement exploitable. Finalement, le Data Hub RH va devenir le point de référence de la data RH au sein de l'entreprise. Une fois que ce socle-là est posé et que les données ont été mises en qualité et sont disponibles, on va avoir toute une série d'usages finalement qui vont pouvoir être mis en place et tel que le disait Nicolas, qui vont aller au-delà du seul analytique. Et quelque part, à partir du moment aussi où les usages se développent, ça veut dire que les personas qu'on peut adresser sont beaucoup plus larges que le simple analytique qui, généralement, est dédié à la fonction RH de manière prioritaire. Donc, si on reprend un peu les différents usages, la première, ça va être la partie tout à fait à gauche, là, la partie collecte des données. Donc là, on n'est pas différent de ce qui se passe dans les autres systèmes décisionnels ou data lake RH. Là où finalement, on va aller au-delà et on va avoir un premier différenciateur, c'est sur la partie finalement enrichissement des données et mise en qualité. C'est-à-dire qu'au niveau du Data Hub RH, par exemple, si on fait le lien avec le Data Lake RH, le Data Lake RH, c'était la récupération de la donnée brute et à partir de là, la création directement de modèles métiers, etc. pour l'analytique. Il y a une couche intermédiaire extrêmement importante qui va être ajoutée au niveau du Data Hub RH, qui va être la partie correction des données. Alors, on y reviendra plus tard sur la notion de qualité de données qui doit, dans la majeure partie du temps, se faire en amont dans les systèmes sources, mais des fois où ce n'est pas possible, et la partie enrichissement des données. Par exemple, le lien manager-manager qui peut être structurant dans la gestion de l'information ou dans d'autres finalement outils qui ont besoin du lien entre le manager et le manager, cette notion n'existe pas forcément dans tous les systèmes sources. Donc, on va devoir l'implémenter et c'est là où on va voir apparaître finalement un premier différenciateur. Ce sont des écrans de saisie qui vont permettre de saisir cette donnée-là qui n'existe pas en source. Ça, c'est la première partie, collecte, enrichir les données, qui permet de mettre en place le socle. Une fois que le socle est mis en place et que les données sont fiables, plutôt que d'avoir ce qui peut se passer dans les organisations aujourd'hui, notamment dans un système assez éclaté, SIRH, des transferts de données qui passent un peu dans tous les sens, qui posent à la fois des problèmes de gouvernance et de sécurité. Une fois qu'on a mis en place ce socle de données fiable, ça va être finalement le point d'entrée pour dispatcher l'ensemble des données au travers du SIRH. Et là, finalement, ce qu'on va adresser, c'est plutôt la fonction IT sur un système qui arrive à bien verrouiller la sécurité des données et la qualité des données. Donc ça, premier point en termes d'usage, c'est un usage plutôt IT, mais qui va vraiment avoir un apport de valeur en termes de sécurité et de gouvernance. Ensuite, un usage qui est plutôt classique, qui est le pilotage RH, l'anticipation, donc à destination des RH, voire du management, notamment contrôle de gestion sociale aussi pour les RH. Et là, ça va être la mise en place de l'analytique et l'apport de valeur que ça va avoir, c'est notamment la capacité à pouvoir finalement sortir des reportings au niveau groupe, par exemple, avec des données fiables, là où aujourd'hui, on a parfois du mal à ne serait-ce qu'à compter ces effectifs dans un écosystème groupe avec des filiales à l'international. Ensuite, le troisième usage extrêmement important, c'est la partie amplifier la donnée. Typiquement, à partir du moment où on a toute cette matière à disposition, on a la capacité à, par exemple, industrialiser des traitements de type data science de manière à pouvoir les exposer et les réintroduire dans les systèmes opérationnels de manière à augmenter la valeur ajoutée. L'exemple qu'on pourrait prendre, par exemple, c'est à partir de données d'absence, de données d'entretien, etc., on serait capable de pouvoir mettre en place un scoring, par exemple, sur un risque de départ, et d'introduire ce scoring-là, d'exposer les données pour que ça soit réintroduit, par exemple, dans un portail manager, que ça soit réintroduit dans le processus d'entretien annuel, de manière à pouvoir traiter les démissions en amont, avant qu'elles arrivent, de manière à éviter la fuite des talents, la fuite des collaborateurs, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui, tant le recrutement notamment est compliqué, et notamment dans la fidélisation des plus jeunes générations dans leur lien à l'entreprise.
Donc là, on va rester finalement sur des acteurs qui sont assez classiques autour de l'utilisation de la data, et avec une valeur ajoutée qui est vraiment supplémentaire par rapport à ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Et puis, dernier grand groupe de cas d'usage, ça va être la mise en place de nouveaux services métiers permis justement, encore une fois, par la mise en place de ce socle de données. Et là, qu'est-ce qu'on y met derrière? C'est pour ça que vous voyez une flèche, une double flèche dans les deux sens. C'est finalement, on va pouvoir commencer à mettre en place, par exemple, des web apps, des applications à destination des collaborateurs sur certains sujets clés pour les entités. Ça peut être le besoin de mobilité, le besoin d'engagement des collaborateurs. Et on va pouvoir, avec l'exposition des données du socle, finalement, pouvoir soit permettre à des systèmes externes, il y a aujourd'hui un foisonnement extrêmement riche autour d'applications RH, de start-up autour des données RH. On va pouvoir exposer plus facilement les données pour alimenter ces systèmes et du coup accélérer leur mise en œuvre, ou mettre en place soi-même des applications. Et finalement, l'utilisation des applications va générer aussi des logs et des données qui elles-mêmes, finalement, vont pouvoir venir enrichir le socle et créer de la valeur. Par exemple, voir qui se connecte, quel type de population, est-ce qu'il y a des actions spécifiques à mettre en place par rapport à des populations qui se sentent moins concernées pour accélérer l'engagement ou le renforcer. Voilà. C'est vraiment un cercle finalement vertueux à terme de données fiables, enrichissement des usages, récupération de nouvelles données et finalement exploitation de plus en plus forte des données pour apporter de plus en plus de valeur. Super, merci Romain, merci Nicolas. Ok, je vais juste compléter ce que dit Romain, ce qui est tout à fait vrai. C'est une plateforme métier, ça permet de développer de nouveaux services et ça permet, dans un contexte où l'expérience collaborateur est de plus en plus importante, de véritablement mettre en place des solutions basées sur cette expérience collaborateur pour les enjeux que tu citais, de recrutement, de fidélisation, d'engagement. Et ça passe forcément par cette data, une data de qualité. C'est pour ça que DataHub ça se positionne vraiment comme un point de vérité, comme une donnée labellisée, normalisée. Et en faisant cela, et avec justement la plateforme technique qui la sous-tend, ça permet de mettre en place des développements beaucoup plus rapides, beaucoup plus agiles, avec des quick wins qui vont répondre à des besoins tactiques. Et tu citais les web apps, tout ce qui va tourner autour de cet écosystème des startups. Il y en a plus de 500 en France. Startup RH, j'entends, qui vont appuyer toute cette expérience collaborateur. Et peut-être une dernière chose, pardon, aussi pour recompléter ce que tu dis. Aujourd'hui, ce qu'on peut avoir, c'est une rupture, par exemple, entre les outils que tous, de manière personnelle, on utilise au quotidien sur notre smartphone, etc., et par rapport à des outils de gestion qui peuvent être un peu vieillissants. Finalement, la mise en place de ce data RH, notamment avec toutes les apps dont parlait Nicolas, vont permettre finalement de réduire l'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'on utilise au quotidien dans sa vie personnelle et finalement les outils mis à disposition par l'entreprise, qui est quand même extrêmement important aussi aujourd'hui. Et tout ça, effectivement, permet aussi tout ce qui est confidentialité et protection des données. À partir du moment où on a une donnée qui est bien gouvernée, je réinsiste sur cette partie gouvernance, mais à partir du moment où elle est centralisée, ça facilite cette gouvernance. Ça permet d'aller plus loin dans notamment tout ce qui est compétences, gestion des compétences, workforce planning notamment, puisque là, on a une donnée qui est vraiment de qualité et complète, exhaustive, tout en donnant confiance aux collaborateurs sur leurs données, puisqu'on est capable à chaque fois de tracer, de savoir, d'auditer d'où vient la donnée. Donc, voilà pour ces parties d'usage. Merci Nicolas, merci Romain. C'est très riche et très complet. Donc, on a vu ensemble ce qu'était un data hub RH. On a vu également ensemble quels en étaient les usages cibles. Avant qu'on enchaîne sur la troisième question qui s'affiche, je vous propose qu'on regarde les questions qui nous ont été posées et que vous puissiez y répondre. On va commencer par la question de Paul. Vous avez parlé de la mise en place d'un data hub RH, mais qu'en est-il de la maintenance évolution ? Ça ne change pas grand-chose par rapport à d'autres systèmes, si ce n'est, mais je crois qu'on est bien un peu après, c'est que la partie organisationnelle est extrêmement importante, notamment pour arriver à avoir des développements en cycle court. Tout ce qui concerne la qualité de données, là c'est pareil, il y a une partie organisation qui est absolument fondamentale, c'est-à-dire qu'on peut encore une fois surcharger les données au niveau de la data RH parce que la donnée ne peut pas être corrigée en source.
mais le vrai cycle de la donnée, c'est identification des problèmes de qualité, correction à la source, et du coup, ça peut avoir un impact sur les process de saisie, par exemple. Donc, on est vraiment dans le cadre de la mise en place d'une organisation, à la fois sur la partie qualité de données et à la fois sur la partie mise en œuvre, de manière à ce que ça soit le plus rapide possible, tout en étant aussi, en respectant les normes de dev, les bonnes pratiques, de manière à continuer à avoir un système qui soit vraiment gouverné. Très bien, merci Romain. Je vais vous poser une deuxième question, c'est celle de Fouad. Mettre en place un core HR demande des efforts énormes, tant IT et métier. En quoi le Data Hub est-il plus simple à mettre en place? Alors, à la différence d'un core HR, un Data Hub RH ne gère pas le process. Ça, faut être bien conscient de ça. Le Data Hub RH, on est centré sur la donnée. La mise en œuvre du process va être faite, par exemple, dans un core HR. Et ce qui est long, ce qui est compliqué, c'est effectivement d'aligner ces process, bien souvent. Et c'est ce qu'on fait avec le core HR. Donc, le Data Hub RH, lui, va être centré sur la donnée. Alors, je ne dis pas que c'est simple, parce qu'il faut quand même un travail d'harmonisation, de langage commun, ce qui est clair, qu'on fait aussi dans le core HR. Mais par contre, ce qu'on ne va pas faire dans Data Hub RH, c'est la partie process. La partie process va être gérée en aval, par exemple pour alimenter un core HR qui va gérer effectivement la partie process, ou pour alimenter des applications analytiques ou des web apps sur tel ou tel sujet. Mais voilà, donc contrairement finalement au core HR, où on gère les deux, la partie process et data, et donc là, ça devient compliqué, mais une fois qu'on l'a fait, quelque part, c'est un peu verrouillé dans le core HR et la data et les process sont tellement liés que c'est intrinsèquement difficile de s'en défaire. Là, on sépare les deux, et ce qui permet beaucoup plus d'agilité et d'évolutivité finalement dans ce qu'on peut faire après. Il y a aussi peut-être un autre point pour compléter ce que dit Nicolas. L'idée du Data Hub RH, c'est pas de prendre en compte dès le départ, en mode Big Bang, l'ensemble des données, etc. On va y aller de manière extrêmement progressive, en fonctionnant par cas d'usage, par petits pas. L'idée, mais on y reviendra après, mais c'est vraiment de ne pas se prendre de front tous les problèmes d'un coup. Parce qu'effectivement, la mise en qualité des données est quelque chose qui peut être complexe, la consolidation aussi, et on ne va pas chercher à faire un MDM au niveau du Data Hub RH. Il faut vraiment choisir un peu ses combats et y aller pas à pas. Si effectivement on essaie de traiter tout d'un coup, là je rejoins la question de Fouad et ce qui était finalement exprimé de manière sous-jacente, ça peut devenir extrêmement complexe si on essaie de tout faire d'un coup, et c'est quelque chose qui doit être mis en place de manière progressive pour que ça soit vraiment efficace. Je propose qu'on continue. On reprendra les questions qui restent à la fin. La troisième question, messieurs, quand commencer la mise en place d'un Data Hub RH et pourquoi? Romain, je vais te laisser la parole. Alors, si tu veux bien. je vais laisser la main peut-être à Nicolas, puis moi je compléterai finalement sur le comment. Comment justement, mais ça rejoindra la question à laquelle on vient de répondre 2 fois, donc j'essaierai peut-être d'aller un peu plus vite. Oui, alors la mise en place d'un Data Hub RH, quels sont les inducteurs? Il y en a plusieurs. Typiquement, lorsqu'on a besoin d'avoir des indicateurs consolidés multi-pays, parce que d'un point de vue réglementaire, parce que vos actionnaires vous le demandent, et ben déjà, le fait de consolider la donnée, de devoir rapatrier la donnée pour en sortir du reporting transverse, là, c'est déjà un bon moyen en tout cas, c'est une bonne raison de se poser la question du Data Hub RH. Deuxième inducteur, on parlait de core HR justement à l'instant. La mise en place d'un core HR, c'est lourd. Ça, on le sait tous, ça prend du temps, ça nécessite effectivement de se poser la question, encore une fois, sur le langage commun, en plus des process. Et à ce moment-là, on peut vraiment se poser la question, sans aller trop loin dans les détails, mais un core HR, il peut être maître, il peut être esclave. Lorsqu'on est dans une entité multi-pays, multifiliale, avec des payrolls locaux, c'est sûr que gérer la donnée, dans l'exemple où le core HR est esclave, ce qui est quand même un cas qu'on rencontre de plus souvent, parce que c'est compliqué en termes de process de modifier tout pour que le core HR soit maître. Et bien dans ce cas-là, consolider les données en amont du core HR permet très clairement de simplifier le travail et surtout d'avoir un système beaucoup plus évolutif
est beaucoup plus complet que ce que soulignait Romain, d'un coverage share qui va gérer finalement que des données qui sont liées au process commun et qui parfois se réduisent un peu en peau de chagrin à quelques données. Donc on va beaucoup plus loin. Donc la mise en place d'un coverage share peut être une bonne approche, d'autant plus si on a une reprise de données à faire, parce que cette reprise de données, on va mettre de l'intelligence, plutôt que de la faire one shot, cette intelligence, on va pouvoir la capitaliser pour la mettre dans le data RH, parce qu'on va se poser les mêmes questions lors d'une reprise de données que lors de la mise en place d'un langage commun ou de référentiel partagé. Donc voilà, on fait tout ça en seul temps. On mutualise finalement les efforts. Après, il y a plein d'autres cas, je ne vais pas tous les citer. Tu parlais de la rationalisation des flux interapplicatifs. Bien souvent, quand on est dans un paysage SIRH classique avec différents SIRH, on a des flux point à point, donc tout un paquet de flux qui vont dans tous les sens, où il est parfois difficile de quelque part d'harmoniser, de rationaliser, et puis c'est souvent source de problèmes, puisque tous les flux parfois les flux ne sont pas synchrones, ainsi de suite. Donc là, rien que ça, on a un ROI très important avec la mise en place de notre RH. On va vraiment minimiser finalement tous ces flux point à point. L'identité numérique, la conformité au RGPD, on en a un petit peu parlé aussi. Voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, ce sont des bons inducteurs pour mettre en place, initier une réflexion sur le data. Merci Nicolas. Donc là, effectivement, c'est ce que disait Nicolas, il y a plein de sujets qui peuvent déclencher le projet de data RH. Avant tout, toute mise en œuvre, finalement, il y a un cadrage à faire. Il faut savoir exactement là où on veut aller, comment on va y aller. Il y a une question qui était posée dans la conversation qui était quels outils. Il n'y a pas d'outils dédiés en tant que tels qui existent sur le marché. Ça va être surtout finalement des briques technologiques de stockage, de reporting, d'APIisation, etc. Donc, comment on le met en œuvre? C'est avant tout un projet métier, mais encore une fois, qui s'appuie sur un socle technologique. Donc, là, c'est finalement ce qu'on présente ici, c'est la démarche de mise en œuvre, qui sont toutes assez classiques et assez logiques. Encore une fois, j'insiste, en amont, il est vraiment extrêmement important de cadrer la mise en place, puisque ça va être finalement sur un cycle qui va être relativement long. Les premiers résultats arriveront rapidement, entre 3 et 6 mois, mais comme on y va de manière progressive, finalement, c'est un projet de plus longue haleine. Donc, il est vraiment important de voir aussi quels sont les usages, quelles sont les fonctionnalités à mettre en œuvre, comment les prioriser, et finalement aussi, quel est l'impact sur les systèmes existants pour bien penser leur décommissionnement et éviter d'avoir le plus longtemps possible deux systèmes qui vivent en parallèle et du coup, avec des coûts qui se cumuleraient. Donc, comment ça marche finalement? On va avoir des premiers sprints qui sont plutôt techniques. L'idée, c'est d'essayer de balayer le maximum de fonctionnalités pour avoir un socle technique qui soit éprouvé. On fait un premier test, on réajuste ce qui ne va pas, etc. Et au fur et à mesure qu'on a ce socle technique qui est pérenne et qui fonctionne bien, on va commencer à pouvoir déployer de plus en plus de cas d'usage et ça de manière finalement exponentielle. Et on va le faire via finalement deux streams. Un premier qui va être au fur et à mesure, on va enrichir en termes de données parce qu'on parle du RGPD, mais le RGPD finalement nous sert aussi ici. Le RGPD dit quoi? Que finalement, les données qu'on va stocker, qu'on va utiliser, il faut qu'on sache finalement voilà, à quoi elles vont servir. Et donc finalement, ça nous oblige à limiter les données qu'on va récupérer et qu'on va traiter au strict minimum. Et je pense que vous le savez tous, dans des projets de data RH, plus on traite de données, plus la charge de travail qui est associée, c'est 60, 70%, voire des fois 80% du travail au niveau du traitement de la donnée. Donc, plus finalement on raffine ses besoins et on les gère des énergies au fur et à mesure, plus on est capable de délivrer vite avec une charge de travail qui est vraiment adaptée au cas d'usage qu'on veut suivre. Et puis, on va apprendre au fur et à mesure des cas d'usage qui va enrichir la plateforme et la gouvernance, etc. Donc, on est vraiment dans une mise en place de manière très progressive, ce qui répond aussi à la question encore une fois, deux fois, là on en parlait tout à l'heure, pour ne pas se prendre toutes les problématiques de la mise en place de Core RH, c'est vraiment d'y aller pas à pas, de manière à prendre les problèmes finalement les uns après les autres, et dans un périmètre de données qui fait que c'est possible de les traiter de manière rapide. Très bien. Merci Romain, merci Nicolas. Bon, je vais être un brin provocateur, mais à vous écouter, ça paraît merveilleux, la TABRH.
Mais en vrai, quelles en sont les limites? Alors, les limites du Data Lab RH, j'ai dit que c'était un Data Lab RH, c'était un projet où la gouvernance avait une importance hein, vraiment importante. Et bien justement, le fait de définir un langage commun, ça prend du temps. Il ne faut pas le négliger. Le fait de mettre en place une organisation qui permette de pérenniser finalement l'investissement pour avoir toujours une donnée de qualité dans un cercle vertueux d'amélioration de la qualité des données, ça c'est pareil, hein, ça nécessite de se poser, de se poser les bonnes questions et d'y passer un peu de temps. Alors justement sur les données, sur le langage commun, et tu le soulignais, on y va progressivement. Et ce qu'on observe en général dans les data RH, c'est qu'il y a 3 typologies de données. Typiquement, il y a la première typologie, c'est les données qui vont être obligatoires pour les filiales, pour tous les pays, et qui doivent s'inscrire dans une norme, donc qui doivent vraiment répondre à des règles de définition communes, des règles de gestion communes, qui doivent s'appuyer sur des référentiels partagés. Et donc ça constitue véritablement le langage commun sur lequel on va pouvoir effectivement benchmarker les filiales entre elles, avoir des indicateurs consolidés, répondre aux obligations légales. Donc là, c'est la première typologie. La deuxième typologie, ça va être des données qui sont facultatives, mais si les filiales ou les pays les importent dans le data RH, à ce moment-là, elles doivent répondre quand même à des normes, à des définitions communes. Donc on est déjà sur un langage commun élargi, partiel, parce que toutes les filiales ne peuvent pas forcément à l'instant T fournir ces données facultatives, mais ça permet déjà d'être dans une démarche où on est finalement une amélioration continue hein, de ce langage commun. Cette troisième typologie est importante à notre sens. C'est la partie où c'est des données totalement libres. Des filiales, des pays peuvent importer dans le data RH qui vont leur servir pour leurs besoins de pilotage local RH. On n'a pas tous les mêmes besoins de pilotage local, qu'on soit aux États-Unis, au Japon, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient. Et donc, c'est important aussi que ce data RH permette aux entités locales de faire leur propre pilotage. Et ces données-là, elles sont pour elles, pour leur pilotage local. Elles peuvent aussi les croiser avec des données du langage commun, des données obligatoires, ce qui permet vraiment d'être dans une démarche d'amélioration continue et de répondre à la fois à un besoin central, mais aussi à des besoins locaux. Oui, oui, alors je vais peut-être compléter avec les facteurs de succès. On va essayer d'éviter un peu les redondances. Aujourd'hui, hein, alors il y en a d'autres, mais là, on peut en évoquer 5 qui sont extrêmement importants, qui sont liés aussi à des risques, forcément, mais qui sont aussi des facteurs clés de succès. Alors, je ne vais pas y revenir, hein, mais parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a l'approche par usage. On prend des données pour un usage précis, c'est ça qu'on va adresser, et ensuite on va passer à des usages suivants. Ce qui drive quand même hein, un peu la manière dont on va s'y prendre, parce que la base quand même de l'ensemble des données RH sont les données de carrière. Sur les données communes, hein, dont parlait Nicolas, on va trouver le type de contrat, qui est une notion qui est commune à tous les pays, etc. Donc on est quand même finalement un peu au niveau des RH guidé par les données sur lesquelles on s'appuie. Nicolas l'a évoqué, donc je vais passer très vite, mais les entités locales sont les fournisseurs de données pour le data hub RH. Donc on ne peut pas uniquement construire le data hub RH pour répondre à des besoins groupes. Il est nécessaire aussi finalement de rendre des services au local, de leur donner de la valeur ajoutée par rapport au travail qu'ils font de fourniture des données. Donc ça, c'est extrêmement important finalement de travailler main dans la main avec les entités locales et leur fournir finalement un service associé. L'organisation, je vais pas revenir, on en a parlé, hein, elle est extrêmement structurante sur la qualité des données, sur les processus de consolidation. Peut-être ce qu'on peut dire sur les processus de consolidation, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Typiquement, s'il n'y a pas de corps RH, il n'y a pas sur les types de contrats finalement de codification unique dans toutes les entités, il va falloir en créer une. Et là, la question qui peut se poser, c'est est-ce que finalement la mise en place de cette transcodification doit se faire et doit être à la main du groupe, finalement de l'administrateur un peu fonctionnel groupe, ou est-ce que ça doit être plutôt à la main des entités locales qui doivent, elles, renseigner finalement le lien entre leur référentiel et ceux du groupe. Là-dessus, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est vraiment un travail qui doit être fait de cadrage pour voir quelle est la meilleure organisation à mettre en place par rapport à la manière dont fonctionne votre organisation.
Un facteur clé de succès aussi, alors je passe très vite encore une fois, le RGPD, c'est pas véritablement une contrainte, c'est plutôt quelque chose qui permet de structurer les choses et il faut prendre en compte dès le départ dans ces nouveaux systèmes le fait de prendre en compte les contraintes, hein, le droit à l'oubli, le droit à la rectification, etc. dans le système. Et puis, peut-être le dernier point qu'on n'a pas beaucoup évoqué et qui est extrêmement important, il faut penser à des outils agiles pour les end-users. Alors, pour les utilisateurs qui sont uniquement consommateurs, bon là, on a déjà des outils aujourd'hui qui fonctionnent bien. Après, là où il faut vraiment penser bien les choses, c'est au niveau finalement du dernier kilomètre de la donnée, notamment pour le travail des data analystes, de manière à ce qu'ils puissent répondre rapidement aux besoins métiers qui arrivent aujourd'hui, qui pleuvent hein, de manière régulière. Hein. Typiquement, tout ce qui était confinement Covid a introduit des changements des règles pour lesquels il fallait mettre en place un reporting extrêmement rapidement. Donc là, les outils sont importants aussi pour produire, par exemple, les modèles métiers. On pourrait utiliser des outils de type finalement encodage Python, PySpark, des outils qui permettent finalement de mettre en place des modèles métiers rapidement et puis finalement d'échanger avec le métier de manière un peu itérative avant de pouvoir produire quelque chose qui correspond parfaitement à leurs attentes. Donc voilà globalement 5 grands facteurs clés de succès autour de la mise en place des data RH. Merci Romain, c'est très clair. Nicolas, tu avais commencé à l'introduire tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous partager quelques retours d'expérience de mise en place de Data RH chez les différents clients que tu as pu accompagner? Oui, bon, on va partager un premier retour d'expérience dans lequel Romain a aussi travaillé. Hein. C'est un grand groupe pétrolier hein, qui avait, il y a 2-3 ans maintenant de ça, des demandes croissantes métiers pour répondre à de nouveaux besoins, pardon, pour aller vers de nouveaux usages. Déjà, c'était d'avoir un reporting consolidé, hein, un groupe mondial avec plusieurs centaines de milliers de collaborateurs présents sur tous les continents. Et donc, avoir un reporting RH, rien que le fait de se compter était compliqué. Donc déjà, le premier besoin, c'était ça, avoir un reporting RH consolidé. L'autre besoin, c'était d'aller vers de nouveaux usages, notamment parce que il y avait des expérimentations data science qui avaient eu lieu, typiquement sur des moteurs de recommandation de formation, sur des prédictions hein, de date de départ à la retraite pour préparer les plans de succession, sur la partie compétences, mais avec une difficulté d'industrialiser et puis de déployer ça au niveau du groupe tout entier. Et en plus, il y avait le besoin de RGPD, RGPD du réglementaire dans le sens large, hein, d'avoir une meilleure gouvernance autour de la donnée. Donc ça, c'était vraiment le contexte initial. Ensuite, hein, cette mise en place de ce qu'on a appelé d'un socle de données RH groupe avant de l'appeler data RH, hein, parce que c'était ça au final. C'est l'inducteur principal, c'était une nouvelle politique RH hein, qui s'est déployée au niveau du groupe et qui nécessitait de croiser des données de l'ensemble du groupe. Il y avait une volonté très forte de la direction générale hein, de déployer cette politique RH sur l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et donc là, pour s'assurer que cette politique RH est bien déployée d'une part et la suivre d'une façon plus nominale ensuite, il n'y avait pas de système qui permettait de le faire simplement. Donc, c'était l'inducteur de mettre en place ce système pour avoir les KPI hein, qui permettent de suivre hein, cette politique RH. Ensuite, hein, c'est les données qui ont été vraiment drivées, c'est ce que tu rappelais Romain tout à l'heure, par ces premiers usages très clairs. Au fur et à mesure, on a enrichi le socle hein, avec d'autres données, notamment non structurées, avec d'autres données qui étaient plus larges que la partie purement liée à la politique RH. Et tout ça en étant sur un socle qui était évolutif, je ne vais pas dire agile, parce que c'est un peu tarte à l'écran,
évolutif, hein, et notamment pour pouvoir intégrer de nouvelles données, parce qu'il y avait aussi une politique d'acquisition assez forte, hein, il y a toujours une politique d'acquisition assez forte, hein, de ce groupe. Donc, à pouvoir intégrer rapidement d'autres données. Ça, c'était d'un point de vue donné, la mise en place de ce socle, hein, a répondu à cela, et derrière, les usages a été calculer des KPI, optimiser le reporting, avoir enfin un véritable langage commun au niveau du groupe, répondre à des demandes d'études ponctuelles. Tu as parlé tout à l'heure effectivement de la pandémie, mais on est dans un paysage, si vous êtes dans les RH, vous le savez, qui évolue sans cesse, et où les demandes d'études, hein, sont perpétuelles. Et enfin, mettre en place, effectivement, pouvoir industrialiser réellement, hein, de la data science du prédictif. Donc ça a été vraiment les débuts, hein, de Data Hub RH. Et concrètement, comment ça s'est mis en œuvre? Ça s'est mis en œuvre à partir d'un socle qui a été mis en œuvre à partir de briques technologiques qu'on appelle serverless, c'est-à-dire qui n'étaient pas liées à un cloud. C'est aussi un point important parce que si on veut avoir un data hub qui soit évolutif, les stratégies digitales, la roadmap technique, hein, de n'importe quelle entité évolue dans le temps. On peut faire le choix d'un cloud, par exemple. Là, en l'occurrence, c'était Azure. Et puis, quelques années plus tard, décider de passer d'Azure à Amazon. Et effectivement, c'est structurant. Donc, le fait de se poser les bonnes questions d'un point de vue technique sur quelles briques technologiques j'utilise et s'assurer que ces briques technologiques soient pérennes, quel que soit le cloud, que ce soit dans le cloud ou que ce soit on-premise, hein, d'ailleurs, est aussi un facteur clé de succès important. Et donc, ce data RH a permis de consolider des données qui étaient issues du core HR, qui étaient issues des différents payrolls des différents pays, d'autres systèmes RH, comme un système le système de formation, la partie recrutement aussi, enfin, même l'annuaire, aujourd'hui se déverse dans le data RH, avec 3 niveaux, je dirais, de mise en œuvre de la donnée. Un premier espace de stockage où on va stocker les données brutes, où on va les historiser. Là, on les a telles quelles. Il n'y a pas de mise en qualité à ce stade. Un deuxième niveau où on va travailler la donnée. C'est là où on va vraiment mettre en qualité la donnée, l'enrichir, l'harmoniser. Et ça va permettre d'aboutir à un modèle métier RH, hein, qui constitue le langage commun, qui soit agnostique, hein, de l'usage qu'on va en faire, mais qui déjà porte en lui, hein, le langage commun, ces concepts métiers transverses. Il y avait il y avait une petite question là qui était posée sur la différence avec un data lake RH. Il faudrait juste à ce niveau-là, parce que c'est effectivement ça qui va apporter énormément de valeur au niveau du data hub RH par rapport au data lake RH. C'est toute cette couche intermédiaire entre les deux briques violettes. Ça va être la mise en qualité des données, l'enrichissement des données, la fiabilisation des données, qui était quelque chose qui n'était pas structurant dans le data lake RH, mais qui est le principe de base finalement du data hub RH. Oui, et les technologies d'un data lake RH et d'un data hub RH sont sensiblement les mêmes. C'est la manière dont on va les mettre en œuvre, les utiliser, qui va effectivement changer. Et enfin, les données, une fois qu'elles sont mises en qualité, elles vont pouvoir être exploitées à travers des datasets orientés suivant l'usage. Donc là, il y avait des usages de reporting group, j'en ai parlé. Un usage qui s'est développé ces derniers mois, j'ai envie de dire, très fortement, c'est le fait de mettre en place des datasets, hein, qui soient communs à toutes les entités et pour lesquels, hein, les filiales peuvent à la fois faire le reporting sur leur périmètre, mais aussi croiser leurs propres données qui sont aussi déversées dans le Data Hub, pour pouvoir croiser leurs données locales avec des données qui sont labellisées groupe, donc pour un pilotage local, pour aller plus loin dans les études, pour aller plus loin dans l'exploitation de leurs données. Ce groupe avait une forte ambition de mobilité interne, et donc il y a eu aussi, par exemple, une web app mobilité, hein, qui a été développée pour appuyer finalement cette politique RH forcément de la mobilité interne. Il y a eu tout un sujet sur la data quality, hein, pour justement être dans un cercle vertueux pour enrichir la donnée. Donc, il y a eu aussi toute une application permettant de gérer la partie data quality. Il y a eu aussi, mais je ne le signale pas là, d'autres usages comme la partie moteur de recommandation,
il y a la formation, il y a la partie aussi compétences, hein, le fait à travers de modèles de data science, hein, pouvoir identifier quelles sont les compétences qui allaient manquer dans les années à venir. On regarde l'évolution des métiers de ce groupe et préparer aussi les plans de succession. Donc, bon, il y a eu aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'usages qui sont issus de ce data hub RH. Là, il y a aussi un point important, hein, juste pour compléter ce que dit Nicolas, à ce niveau-là, où mettre le curseur finalement au niveau des cas d'usage. L'idée, c'est pas finalement de créer un modèle métier par cas d'usage, et encore que l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins et aux cas d'usage. On va quand même avoir une couche de préparation des données, de modèles métiers qui, eux, peuvent adresser un certain nombre de cas d'usage, et en fonction des besoins, on va essayer quand même de centraliser dans la mesure du possible, mais on pourrait être pour arriver à la création de modèles encore en aval qui seront vraiment dédiés à un cas d'usage pour des problèmes de performance, pour que ça réponde exactement aux besoins, etc. Donc, il y a des questions aussi à se poser sur où mettre le curseur finalement en termes de création de modèles métiers. Est-ce que c'est un par cas d'usage ou est-ce qu'on essaie un peu de centraliser? Donc, la question se pose toujours où mettre le curseur et c'est là où il faut réfléchir de manière intelligente. Peut-être que Nicolas, parce qu'il y avait des questions aussi sur les aspects des briques technologiques qu'on a derrière qui se posent, peut-être y répondre au travers de ce retour d'expérience. Donc, je laisserai aussi compléter, mais là, par rapport à ce modèle, on est dans un modèle cloud hein, avec du Azure, des briques technologiques donc du type Azure Data Lake Storage pour la partie données brutes. Et en aval, on peut à la fois utiliser du SQL Server en termes de base de données structurées, voire de création de modèles métiers qui sont finalement réinjectés dans la DLS parce qu'on n'a pas de problématique de format de données, etc., et que ça nous permet d'être extrêmement agile. En termes de traitement des données, là, il y a plusieurs options. Il y a l'option aussi, effectivement, ETL, mais qui peut avoir un côté un peu rigide. Sinon, ce qui a été mis en place, c'est pour certains cas d'usage, c'est l'utilisation via un outil qui s'appelle Databricks, hein, qui Nicolas en parlait tout à l'heure, qui est serverless, donc qui peut être capable de se plugger sur du Azure, sur AWS, et qui permet de coder en Python, en PySpark, de manière extrêmement agile pour délivrer des modèles métiers. Ensuite, en termes de front, on est dans un écosystème de Microsoft. Hein, donc, en termes d'outils de database, ça va être du Power BI, mais il est tout à fait possible de plugger d'autres outils derrière. Top. Le temps file. Nicolas, Romain, je vous remercie hein, pour le partage de ce retour d'expérience. Hein. Ça permet de voir très concrètement ce que la mise en place d'un data RH a apporté à ce grand groupe pétrolier. L'heure tourne, du coup, Romain, est-ce que en 2 minutes, tu as quelques mots de conclusion? Oui, je vais essayer de le faire en 1 minute pour laisser le temps aux questions. Si je reviens au sujet un peu d'aujourd'hui, hein, c'était un peu le data RH, à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui? Alors, de notre point de vue, oui, ça devient indispensable pour plusieurs raisons. Hein. Une des raisons, on l'a dit, hein, c'est le lien entre le collaborateur et l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on voit hein, au niveau des jeunes générations. Je ne sais pas si vous le vivez aussi, mais le lien entre le collaborateur et l'entreprise devient différent. Il est peut-être moins fort, il faut le renforcer. Il est absolument nécessaire de mettre en place des outils plus ergonomiques, plus rapidement, pour entretenir un lien avec les collaborateurs. Et sans doute, ce qui risque d'arriver au niveau des RH, hein, c'est là aujourd'hui, on avait peut-être des traitements un peu de mal, j'ai envie de dire. Il va peut-être falloir commencer à penser à les différencier par typologie de population si vraiment on a des fonctionnements différents. Encore une fois, hein, les besoins de reporting, c'était un peu l'introduction, sont de plus en plus forts, arrivent de manière de plus en plus fréquente. Voilà, pour ça, il faut que vous soyez structuré pour pouvoir y répondre rapidement et satisfaire les besoins métiers qui sont maintenant des besoins business, hein, qui sont vraiment extrêmement importants pour l'entreprise. Alors, je ne sais plus si on avait mis dans le slide d'autres éléments. On a dit là, les éléments hein, les plus importants, c'est 2 à gauche et puis celui qui est en haut à droite. Donc, pour nous, effectivement, aujourd'hui, oui, ça devient absolument essentiel d'aller vers ce type de structuration de la donnée. Ensuite, à quoi ça va servir? Là, on est dans le monde purement RH. Après, une fois qu'on a ces données structurées, etc., Nicolas l'a dit, hein, pour donner aussi de l'autonomie au local, il faut leur permettre
d'insérer leurs propres données pour les mixer aux données du groupe et leur donner la capacité finalement à manipuler la donnée au sein de cette plateforme. Ça évite aussi que les données soient redescendues en local, qu'elles traînent un peu partout. Donc, en termes de sécurité des RGPD, c'est vraiment les bonnes pratiques. Et à terme, rien n'empêche d'aller récupérer, par exemple, des données de force de vente, de commerce, pour voir finalement l'impact des formations sur les forces de vente et c'est déterminer quelles sont les formations qui aboutissent finalement à des résultats les plus performants possibles. Est-ce que c'est par type de population, telle formation, et c'est là encore une fois où les traitements de data science peuvent mettre en place des éléments par corrélation sur finalement qu'est-ce qui est important et du coup enrichir encore plus la donnée RH avec des données externes. Pardon, je m'arrête là. Merci Romain. Il reste encore quelques questions avant qu'on close le webinar. On y a peut-être répondu, mais je vais tout de même la poser. C'est une question de Fouad. Pouvez-vous citer les technos, base de données flux ETL, DataVis? Alors, on l'a fait un peu tout à l'heure. Hein. Donc, le traitement de la donnée, ça va être ça dépend c'est lié aussi pour moi à la question on-premise cloud. Hein. Il n'y a pas de solution aujourd'hui toute faite sur le marché. Ce qui se passe, c'est chacune finalement des briques qu'on a décrites, enrichissement de la donnée, mise en qualité, DataVis, etc. Tout ça, ce sont des briques qui existent. Tout n'est pas nouveau. Par contre, le fait d'intégrer toutes ces fonctionnalités au sein d'une plateforme pour arriver à une donnée de qualité qu'on arrive à exploiter plus rapidement et qui soit fiable, c'est ça finalement, c'est ce concept-là, de mixer ces différentes fonctionnalités qui est importante. Et là, en termes de base de données, c'est encore une fois, hein, on a cité Databricks, ça peut être des ETL. C'est dans Azure, ça peut être ça. Si on est dans AWS, on va stocker ça dans du S3, on va aussi mettre du Databricks, et puis on peut plugger effectivement un outil DataVis ou d'autres outils. Ça, c'est... Voilà. En fait, il n'y a pas de réponse unique, hein, parce qu'il n'y a pas de solution unique. Hein. Il y a vraiment une question à se poser en fonction de votre stratégie digitale, votre roadmap technique et de votre contexte, hein, pour pouvoir définir les trois briques technologiques. Super. Messieurs, le webinar touche à sa fin. Merci d'avoir pris la parole. Merci de nous avoir évangélisé sur le sujet. C'était très riche. C'était très clair. Merci à tous, en tout cas, d'être venus. J'espère qu'on a répondu à vos attentes, ne serait-ce qu'en termes de finalement de pédagogie par rapport à la notion de data RH. J'espère que ça aura été utile pour tous. Sinon, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous souhaitez approfondir quelques sujets. On peut bien évidemment se rendre disponible avec plaisir. On sera ravis, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on vous a présenté une seule de nos briques, c'était la brique Data Hub RH, mais on a également d'autres briques, hein, notamment la brique KPI RH, projection RH, performance RH, et enfin, contrôle de gestion sociale, hein, qu'on se fera le plaisir de vous présenter très prochainement. Merci à toutes et à tous. Merci. Et merci à très bientôt. Très bonne journée.